Bien, merci Chris. Always interesting, toujours intéressant et motivant. Ben, bonsoir tout le monde. Hello. Good evening everyone. Je me présente, Yvon Barrière, vice-président exécutif régional de l'AFPC Québec. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire au sujet du télétravail et de la conciliation travail-vie personnelle dans le cadre des négociations avec le Conseil du Trésor. Si vous avez des problèmes techniques, là, vous pouvez aller en bas. Il y a un petit bouton, donc questions et réponses, donc on va vous diriger. Mais tout d'abord, j'aimerais débuter en reconnaissant que je vis et je travaille actuellement depuis un territoire ancestral et non cédé du peuple Abénaquis ou Abénaki. J'ai aussi une pensée ce soir, là, puis en fait aujourd'hui, pour toutes les familles ukrainiennes au Canada, dans la patrie, pour cette situation terrible qui s'envenime au moment même qu'on se parle. La communauté ukrainienne au Canada est la plus grande en dehors de l'Ukraine. Plus d'1 million de Canadiens sont d'origine ukrainienne qui vivent au Canada. Tous actuellement sont stressés de cet acte irréel en 2020 et cet acte de barbarie de Vladimir Poutine. We are today to discuss why the Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la raison pour laquelle le gouvernement doit être un leader et on doit créer un équilibre travail-famille ou travail-vie personnelle. Nous voulons parler de l'impact que tout cela aura et pourquoi c'est si important de mobiliser nos membres pour soutenir notre équipe de négociation afin d'obtenir une convention équitable. À la suite d'un sondage que nous avons mené, il apparaît que 75% de nos membres sont en télétravail depuis le début de la pandémie. Et plus de 90% veulent le demeurer lorsque la vie va reprendre son cours normal. C'est considérable, hein? Et l'employeur ne peut pas l'ignorer. Avec la pandémie, mais aussi avec les départs à la retraite et la pénurie de main-d'œuvre, il est capital pour le gouvernement fédéral d'innover, de devenir là, un chef de file et de s'adapter pour le gouvernement fédéral à nos demandes et les priorités de la nouvelle génération. Pour attirer, motiver et garder sa main-d'œuvre au sein de l'appareil fédéral, il faudra non seulement des salaires décents qui s'ajustent à l'inflation, mais aussi un système de paye fiable, mais aussi des mécanismes pour veiller à la santé mentale de l'effectif, à la flexibilité de la nouvelle génération et des mesures innovatrices pour contribuer à améliorer le travail-vie personnelle. Parmi les facteurs qui contribuent à une meilleure conciliation travail-famille, plusieurs là, sont déjà des préoccupations. Lorsqu'on pense au mode de télétravail permanent, hybride, il faut penser à la sécurité, à la santé de nos membres, à l'ergonomie et aux moyens de créer une appartenance sociale et syndicale. Il faut adresser les iniquités qui peuvent causer des modes de travail comme l'attribution des postes, la reconnaissance du travail et l'évaluation des tâches, les demandes d'accommodation, la discrimination, pour nommer que ceux-là. Cette pandémie nous a appris que nous pouvions utiliser la technologie à notre service. Les membres et les organisations là, ont dû rapidement s'adapter à compter sur la technologie pour repenser la façon de travailler. Le statu quo sur les procédures habituelles, là, c'est plus possible, c'est fini. Ce brassage des pratiques, des idées, s'est avéré extrêmement positif à plusieurs niveaux. Nous avons pu, les fonctionnaires fédéraux, les travailleurs en télétravail, repousser les limites. Mais malheureusement, des fois, parfois trop. Pour plusieurs d'entre nous, il est devenu difficile de tracer là, des nouvelles barrières pour départager le boulot et la vie personnelle, causant ici là, d'énormes soucis sur notre santé mentale, notre vie personnelle et notre vie familiale. Pour cette raison, la FPC doit aussi pousser l'employeur à repenser les balises du droit à se déconnecter. Vous le savez, là, certains pays d'Europe sont déjà des précurseurs dans ce domaine en réglementant et en pénalisant les communications en dehors des heures de travail.
Certaines corporations vont même jusqu'à désactiver les serveurs le soir et les week-ends. Bref, nous devons faire mieux en négociant un langage clair à ce sujet dans les conventions collectives de l'employeur et on doit faire mieux pour protéger la santé mentale de ses employés, de nos membres de la FPC. Bref, les Canadiens et les Canadiennes ont plus besoin que jamais, là. En fait, les Canadiens ont plus que jamais besoin des excellents services que vous, nos membres, offrez à la population. Pour continuer ces services avec la même qualité, la même efficacité qu'on a été reconnu, l'employeur l'a mentionné, mais on devrait s'adapter et augmenter nos standards. Et c'est à nous de le convaincre de le faire. Dans les semaines et les mois à venir, il sera primordial à tous de se mobiliser. Présentement, à la table de négociation, le Conseil du Trésor nous manque carrément de respect. Malgré le travail incessant de nos membres, de tous, durant cette pandémie, notre employeur continue à nous manquer de respect. Il est temps que ça cesse. Vous savez là, que le Conseil du Trésor sous-estime la solidarité de la mobilisation des membres de la FPC. Vous savez là, que le Conseil du Trésor nous sous-estime notre solidarité et la mobilisation. Et c'est grâce à cette force que nous allons obtenir des gains souhaités. You know that the Treasury Board on the same thing. Vous savez que le Conseil du Trésor sous-estime la solidarité et la mobilisation des membres de la FPC. Mais c'est par là que nous obtiendrons les gains que nous souhaitons. J'avais promis à Chris, à Connor, à Jill que j'irais avec un petit 2 minutes. J'ai respecté mon 2 minutes. Mais maintenant, c'est la place à nos panélistes. As the first panelist, I am pleased to welcome my friend Greg. Comme premier panéliste, je suis très heureux d'accueillir Greg Reynolds, VPR de l'Ontario, VPER de l'Ontario. Pardon, merci Greg, vous avez la parole. Merci beaucoup Yvon. Je m'appelle Greg Reynolds, je suis VPER pour l'AFPC ici en Ontario. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette discussion de ce soir. Ce soir, notre panel se penchera sur des enjeux clés qui ont une incidence sur l'équilibre travail-vie personnelle de nos membres et sur ce que nous espérons réaliser pendant cette ronde. Je commence cette discussion par définir ce que nous entendons quand nous parlons d'équilibre travail-vie personnelle. Avec toutes les avancées technologiques, plusieurs de nos membres peuvent travailler en dehors des lieux de travail traditionnels par du travail à distance, du travail virtuel. La technologie est telle que nous pouvons être contactés n'importe quand. Notre travail peut être contrôlé et suivi facilement. Ceci a entraîné la création d'une culture de disponibilité constante qui fait disparaître la démarcation entre la vie au travail et la vie personnelle. La pandémie a tout transformé. Avec cette transition, nous avons vu les impacts positifs et négatifs pour nos membres. Pour plusieurs de nos membres, ce changement a entraîné des heures de travail plus longues, y compris le soir et le week-end. Et ces attentes injustes de travail à l'égard de nos membres et cette surveillance accrue des gestionnaires ont créé plus de stress, un niveau élevé de stress, une détérioration de la santé mentale de nos membres. Nos membres connaissent d'autres enjeux aussi, attribuables au travail à domicile. Notamment, ils doivent couvrir leurs propres dépenses professionnelles, ils doivent acheter leurs propres fournitures et leur facture énergétique a augmenté. Il manque d'équipements ergonomiques, les mesures d'adaptation ne sont pas toujours possibles, ils ont des problèmes de garderie. En tant que parent de 2 jeunes filles qui sont à l'école secondaire, je dois dire que travailler de chez moi, alors que j'essaie de les encourager à faire leurs études en ligne, était cauchemardesque. Je ne suis pas seule. Plusieurs parents
ont dû essentiellement faire 2 emplois en même temps. S'assurer de bien superviser leurs enfants, les aider, ou en fait 2 activités en même temps, les aider dans leurs activités scolaires et en même temps accumuler les réunions sur Zoom et travailler sur Zoom. Hein. Il y a aussi un impact pour les nouveaux jeunes travailleurs qui ont perdu des possibilités d'avancement, puisqu'ils n'ont pas pu obtenir cette socialisation critique en personne, ces interactions qui permettent d'établir des réseaux et de monter dans la hiérarchie. Il y a aussi eu absence de perfectionnement professionnel. Ces défis, ces difficultés doivent être levés et nous en avons l'occasion pendant cette ronde de négociation. Malgré les impacts négatifs, il y a aussi eu des développements positifs attribuables au télétravail. Et en fait, une étude récente de notre syndicat montre que plus de 90% de nos membres veulent pouvoir continuer de travailler à distance à la fin de la pandémie. C'est compréhensible. Les membres ont plus de souplesse ainsi pendant leur journée. Ils peuvent éviter les longs déplacements pour se rendre au bureau. Ils ont accès au confort de leur maison. Pour les membres qui font partie des groupes d'accès à l'équité, travailler à domicile leur a permis d'éviter les micro-agressions associées au travail au bureau. Les membres veulent le télétravail, mais ils veulent la transparence. Ça ne devrait pas être un gestionnaire ou un directeur de décider de tout ce qu'il y a à décider sur le télétravail. Nous savons que cela mènera à des résultats différents selon les membres, selon leur relation avec leur gestionnaire, avec leurs surveillants, selon leur lieu de travail. Cela peut entraîner des situations discriminatoires et des situations de favoritisme injuste. Voilà pourquoi il est si important pour nous d'établir de nouvelles règles sur le télétravail dans notre prochaine convention collective. Vos équipes de négociation vous ont entendu et se battent pour vous, pour obtenir des règles claires, cohérentes et équitables sur le télétravail. Vos équipes se battent aussi pour obtenir des dispositions de congés améliorées et des dispositions sur le droit à la déconnexion après le travail. Toutes ces revendications permettront d'améliorer l'équilibre travail-vie personnelle et d'accroître la productivité, d'améliorer la santé mentale. Où que vous travaillez, votre équipe de négociation continuera d'exiger des ententes de travail plus souples et cherchera à vous donner de façonner votre journée de travail. Avec nos 165 000 membres qui négocient à l'heure actuelle avec le Conseil du Trésor, nous avons beaucoup de pouvoir. Utilisons ce pouvoir pour apporter les changements dont nous avons besoin pour améliorer nos vies professionnelles et pour atteindre l'équilibre entre nos responsabilités professionnelles et nos vies personnelles. Merci. Merci beaucoup, brother. Merci beaucoup, confrère. Je comprends maintenant avec 2 jeunes filles à la maison que parfois on est fatigué à l'écran et les zooms de 5 heures, de 6 heures, hein, ça devient lourd, mais il faut quand même continuer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer au prochain panéliste, un membre de l'équipe de négociation de la table SEI-AFPC. On a il est aussi le vice-président régional du SEI pour l'Ouest du Québec. J'ai le plaisir de vous présenter Eddie Aristide. Eddie, à toi la parole. Merci. Merci beaucoup, Yvon. Heureux d'être parmi vous ce soir et j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Comme Yvon m'a présenté, je suis Eddie Aristide, le vice-président régional pour la région de Montréal. Membre de l'équipe de négociation du SEI. J'en suis à ma 2e expérience au sein de l'équipe de négociation et dès le début, dès la première expérience que j'ai eue avec l'équipe, l'amélioration, un des objectifs qu'on avait, c'était l'amélioration
de la conciliation travail-famille. C'était dès le départ une chose qui était très importante pour nous. Et dans celle-ci, c'est encore, l'arrivée de la pandémie a montré que c'était encore un enjeu qui devenait encore plus important aujourd'hui. L'employeur, lorsqu'on parle à l'employeur, on nous dit toujours que c'est le bien-être des employés qui nous importe. Or, à toutes les fois qu'ils s'expriment, une des premières phrases qui sort dans les propos, c'est « selon les besoins du service ». Alors, qu'on nous dit que c'est toujours le bien-être des employés. Alors, si c'est le bien-être des employés, ben, le premier mot ne devrait pas être « selon les besoins du service ». Alors, à partir de là, et rappelez-vous, Mars, pour faire une petite historique, comment ça se passe au niveau de l'agence et du SEI, rappelez-vous un certain vendredi 13 de l'année 2020 où tout a été mis à off. Alors, à partir de là, c'était un défi qu'on avait de s'assurer que nos membres au SEI, les employés de l'Agence du revenu du Canada, soient respectés dans la situation. Et rappelez-vous qu'à ce moment-là, ce vendredi 13-là, tout a fermé. Les écoles, du moins au Québec, les écoles ont fermé, les magasins ont fermé. On se rappelle tous des folies furieuses qu'il y avait eu dans les Costco sur les papiers de toilette un petit peu partout au pays. Et nous, de notre côté, pendant ce week-end-là, au niveau du Québec, mon collègue Jérôme et moi, une des choses sur lesquelles on planchait, c'était la sécurité des gens. Il fallait s'assurer que la priorité ne devenait pas les besoins du service, mais bien s'assurer que les gens étaient en sécurité. On devait s'assurer que uniquement le nécessaire les employés nécessaires étaient utilisés au niveau de l'agence. On a vu toutes sortes de choses se présenter, des postes critiques, des postes semi-critiques, et ça a été dans tous les sens. Alors, à partir de là, nous, ce qu'on a fait, pour s'assurer que les employés étaient respectés dans leur vie familiale et dans ce contexte-là, on a établi avec notre région des communications presque quotidiennes pour avoir un suivi sur l'évolution de la situation. Rappelez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, les enfants étaient à la maison, les parents devaient s'occuper des enfants. Il y avait une peur, on ne savait pas ce qui se passait, d'où ça s'en allait. Alors, c'était devenu vraiment, on est tombé dedans dès le départ. Heures de travail, on a vu toutes sortes de choses se présenter. Écoutez, si vous n'avez pas le temps, allez faire un 2 heures le soir. On a eu des problématiques également sur le fait que les mises à jour informatiques, on disait pour pas que ça se fasse le jour, essayez de les faire le week-end. Alors, nous nous sommes battus afin de s'assurer que c'était pas les besoins du service qui étaient importants, mais bien de respecter les employés dans leur vie familiale, parce que maintenant, il n'y avait plus de limite entre le bureau et la maison, puisque la maison était devenue le bureau. Alors, ça a été un combat de tous les jours, et ce combat-là se continue encore au moment où on se parle, de s'assurer que les employés sont respectés dans leur vie familiale. Comme a dit un de mes collègues tout à l'heure, la conciliation vie-famille dans cette négo et pour l'avenir est d'une extrême importance, parce que nous sommes rendus maintenant à ce que les rendements doivent se faire, les évaluations de rendement où le rendement peut se vérifier à distance. La dotation se fait à distance. On doit s'assurer que pendant cette ronde-là également, que les règlements sur le télétravail, la mobilisation des membres également qui se fait maintenant, virtuel, et ce sont tous les enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui et pour lequel la mobilisation des membres est primordiale
pour établir les conditions de travail de l'avenir, parce que cette situation-là ne changera pas. Le pourcentage, comme Chris l'a dit tout à l'heure, le pourcentage de gens qui vont rester en télétravail est extrêmement élevé selon moi. Et à l'agence, on a été dès le départ sur le front et on doit s'assurer que les gens sont respectés dans leur vie familiale. Merci, c'est beau pour moi, Yvon. Merci beaucoup, Eddie. C'était empreint de bonne histoire et d'émotions. Merci beaucoup. J'ai apprécié. Maintenant, nous allons passer la parole c'est un plaisir. I'm pleased to present Zarina. Je suis très heureux de vous présenter Zarina Kwan. Zarina, c'est à vous. Merci Yvon. Et bonsoir. J'aimerais vous remercier tous de me donner l'occasion de vous parler de la conciliation travail-vie personnelle. Alors, je fais partie de l'Alliance depuis 35 ans. J'ai occupé différents postes dans ma section locale. Et au niveau de l'exécutif national, je suis la vice-présidente régionale pour l'Ontario au syndicat des employés des anciens combattants. J'ai aussi été présidente du comité d'action des personnes ayant un handicap et j'ai beaucoup travaillé pour faire la promotion de la santé mentale et de l'inclusion dans le milieu de travail et dans le syndicat. Juste pour vous parler du programme d'apprentissage mixte au sein duquel je suis active, ce programme a commencé en novembre 2001 par un protocole d'entente inclus dans la convention collective. C'était un projet mixte, conjoint, réunissant le Conseil du Trésor du Canada et l'Alliance de la fonction publique. Vu le succès du projet pilote, ce programme a été renégocié en 2008, reconduit en 2011 et encore une fois en 2014. Le programme d'apprentissage mixte comporte différents ateliers portant sur différents sujets. Au début de la pandémie, il y a quelques années, tous nos ateliers en personne ont été mis en suspens. Le programme d'apprentissage mixte a été très créatif et a mis au point plusieurs séances virtuelles. Les plus populaires sont la série de discussions sur la santé mentale et sur la lutte au racisme. Lorsque nous avons tous commencé à travailler à domicile, la santé mentale de nos membres a terriblement souffert. C'était très difficile pour plusieurs membres de s'ajuster à ce travail. J'ai animé beaucoup de séances sur la santé mentale et j'entends toujours le même message. Les membres, soit que les membres adorent travailler à domicile, mais d'autres trouvent très difficile de respecter un équilibre travail-famille. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Il faut ajuster sa vie familiale, la garde des enfants, les soins aux aînés. C'est encore plus difficile parce que nous avons beaucoup de membres qui avaient de jeunes enfants à la maison et les enfants faisaient l'école à la maison et donc il fallait les aider. D'autres l'ont dit. Les garderies étaient fermées. Les centres d'aînés étaient fermés. Ceux qui avaient des aînés à la maison trouvaient très difficile d'obtenir de l'aide pour ces aînés à la maison et de l'aide médicale. Nos membres devaient faire des heures plus longues. Plusieurs membres ont dit qu'ils ont trouvé cela très difficile de se débrancher du travail à la fin de la journée parce qu'ils travaillaient dans des petits endroits, là, soit au coin de la cuisine, sur la table de cuisine ou sur la table à café. Et ils trouvaient cela très, très difficile de se débrancher quand ils voyaient le téléphone clignoter ou qu'ils entendaient l'ordinateur leur envoyer des avis de messages. Plusieurs se sentaient obligés de répondre aux appels ou aux courriels après les heures de travail. J'ai souvent dit aux membres, écoutez, relativisez. Si vous étiez au travail, est-ce que vous retourneriez à 8 heures le soir pour répondre à un courriel ou pour répondre à un appel téléphonique? Donc, pensez-y.
Faites vos 7h30 par jour et puis débranchez-vous. Évidemment, c'est facile à dire, mais nous savons tous que nos membres sont très dévoués et veulent offrir des services à la population canadienne. Et donc, ils ont estimé que c'était le moment de redonner au public. Plusieurs d'entre eux me disent aussi que l'interaction au bureau leur manquait. Le fait de pouvoir parler à leurs membres, à leurs collègues le soir, avoir ces conversations en prenant le café ou un verre d'eau. Ils ont dit qu'avec la technologie et avec les fonctions MS Teams, c'est beaucoup plus facile maintenant parce qu'ils peuvent se voir au moins, ils peuvent se parler et ils ont le sentiment d'avoir quelqu'un vers qui se tourner. Ce que j'entends pendant ces séances aussi, c'est que les membres des communautés autochtones, les membres racialisés, les membres ayant un handicap subissent davantage le contre-coup de la situation. Plusieurs personnes ont des familles élargies dans la communauté racialisée. Ils vivent avec leurs parents, leurs grands-parents, les beaux-parents et se rendent compte que plusieurs de ces parents âgés ont de grands besoins sanitaires, des besoins chroniques parfois. Et parce qu'ils avaient des arrangements pour eux quand ils allaient travailler, ça les soulageait, mais ces arrangements étaient impossibles pendant la pandémie. Les soignants ne pouvaient pas venir chez eux, donc ils devaient s'occuper de leurs jeunes enfants, mais de leurs parents aussi. Plusieurs mères célibataires trouvaient la situation encore plus difficile et ont subi un énorme contre-coup au niveau de leur santé mentale. Ils ont trouvé que l'équilibre travail-vie personnelle n'est pas si simple parce que certains gestionnaires ne comprennent pas qu'elles doivent prendre un peu de temps ici ou là, 20 minutes ici, 10 minutes là. Et si elles insistent pour le faire, on leur dit, travaillez le soir, rattrapez le temps à la fin de semaine, rattrapez le temps dans le cadre de votre horaire comprimé. Donc, ça fait beaucoup de pression et la santé mentale en a souffert. Dans plusieurs séances, j'ai entendu le même message quand j'anime ces séances. Et plusieurs membres aussi me disent qu'ils aiment bien travailler à domicile. Ils aiment bien avoir leur propre espace. Ils aiment le fait qu'ils peuvent jumeler leur vie familiale et leur vie professionnelle. Plusieurs adoreraient continuer de travailler à domicile. Certains disent qu'ils aimeraient un modèle hybride, 2 jours au travail, 3 jours à la maison. Mais malgré tout, si certains membres trouvent cet équilibre travail-famille très difficile à atteindre, d'autres le trouvent plus facile à atteindre en travaillant à la maison. Donc, l'équilibre travail-vie personnelle est très important et c'est important pour l'employeur de nous donner cet équilibre. Il est important de le négocier et il est important de le mettre dans la convention collective. Et nous devons nous soutenir pour cela. Nous devons soutenir l'AFPC également dans le cadre de la convention collective pour que notre syndicat nous obtienne cet équilibre travail-vie personnelle, que l'on puisse se débrancher à 4h30, qu'on ait du temps pour nous le soir. Il faut vraiment insister pour cela. Cela créera un contexte de travail beaucoup plus sûr au plan psychologique, au plan de la santé mentale. Merci. Thank you, Zarina. Merci beaucoup, Zarina. Vous avez raison. Beaucoup. Il me fait plaisir maintenant d'accueillir comme dernier panéliste et j'ai commencé aussi à récupérer des questions entre-temps. Mais pour l'instant, nous allons parler au dernier panéliste et non le moindre. Donc, un agent de recherche senior, je vous le présente, Pierre-Samuel Proulx. Pierre-Samuel, c'est à toi la parole. Merci, Pierre. Merci, Yvon. Donc, bonsoir à tous. Comme Yvon l'a dit, mon nom est Pierre-Samuel Proulx. Je suis l'agent de recherche principal affecté à la table des enjeux communs. Donc, les enjeux communs, c'est les enjeux qui sont communs à nos tables du Conseil du Trésor, donc les groupes PA, TC, SD et EB, pour la présente ronde de négociation avec le Conseil du Trésor du Canada. Puis ce soir, je souhaite vous donner un bref aperçu des gains que nous voulons obtenir à la table de négociation des enjeux communs afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Pour ceux qui seraient intéressés à lire le libellé complet de nos propositions, sachez que celles-ci sont disponibles sur le site web de l'Alliance. Si vous allez sur l'onglet négociation et Conseil du Trésor, vous allez pouvoir trouver les propositions. En premier lieu, lorsqu'il est question de travail à distance, j'aimerais parler des propositions de la FPC concernant le choix de nos membres de pouvoir faire du télétravail ou non, ce qui leur convient le mieux. Donc, nos propositions décrivent vraiment la marche à suivre pour obtenir des ententes de télétravail et pour que ces demandes ne soient pas refusées par votre gestionnaire, par l'employeur sans motif valable. Nos revendications aussi à ce sujet prévoient en outre des mesures pour que les employés reçoivent tout l'équipement nécessaire dont ils ont besoin pour pouvoir réaliser leur travail à distance de façon efficace. À ce sujet, nous demandons notamment un montant mensuel qui soit versé aux employés afin d'assumer les dépenses afférentes qui peuvent être associées au télétravail. Aussi, nous voulons réaffirmer l'obligation de l'employeur de tenir compte des questions d'adaptation, d'ergonomie, de santé et de sécurité, même lorsque le travail est effectué à distance. Finalement, nous voulons aussi que le télétravail soit exempt de toute surveillance déraisonnable. Le contexte de télétravail ne devrait pas être utilisé par l'employeur comme un prétexte pour exercer une surveillance excessive et par le même fait même envahir votre vie privée. Le Conseil du Trésor, malheureusement, a refusé toutes nos propositions jusqu'à maintenant au motif qu'elles n'étaient pas nécessaires étant donné qu'il possède déjà une directive sur le télétravail. Or, la politique gouvernementale est entrée en vigueur en avril 2020 et la pandémie venait à peine de commencer à ce moment. Et déjà 2 ans plus tard, elle est complètement dépassée. Elle accorde beaucoup trop de pouvoirs discrétionnaires aux gestionnaires, ce qui peut mener à un traitement discriminatoire envers certains travailleurs. Les nouvelles règles en matière de télétravail doivent vraiment être intégrées à nos conventions collectives plutôt que de faire l'objet d'une directive qui est déjà désuète et que l'employeur peut modifier unilatéralement sans consultation avec votre syndicat. La FPC veut aussi réaffirmer le droit à la déconnexion de nos membres et, comme mentionné auparavant, pour beaucoup d'employés, le recours au télétravail a vraiment brouillé la distinction entre la vie professionnelle et la vie privée. Actuellement, certains gestionnaires profitent de l'usage généralisé des téléphones intelligents pour obliger des employés à travailler au-delà de leur journée de travail. 1 personne sur 5 interrogée dans le cadre des sondages de la FPC au sujet de la négociation ont affirmé se sentir obligés de consulter leur courriel en dehors des heures de travail normales au moins quelques fois par semaine. Donc, notre proposition à la table de négociation est simple et sans équivoque. Nos membres ne devraient aucunement être tenus de répondre à des appels ou des courriels en dehors de leurs heures de travail, excepté lorsqu'ils sont payés pour le faire. Et une personne ne devrait jamais faire l'objet de mesures disciplinaires pour avoir exercé ce droit. Or, l'employeur refuse toujours pour l'instant de simplement reconnaître ce droit à la déconnexion dans nos conventions collectives. Une autre amélioration proposée pendant cette ronde de négociation avec le Conseil du Trésor comprend la bonification des taux d'accumulation des congés annuels. Nous demandons notamment à ce que nos membres aient droit à 4 semaines de congés annuels payés 3 ans plus tôt, donc après 5 ans de service au lieu de 8 comme c'est le cas présentement. Prendre des vacances, c'est pas un grand secret, mais ça permet aux employés de consacrer plus de temps à des activités personnelles ou de simplement changer le rythme de nos vies souvent effrénées, surtout parfois pendant cette pandémie. Donc, ça profite ultimement à la fois aux employés et aux employeurs. En somme, notre message vraiment pour l'employeur à la table de négociation est très clair. Vos équipes de négo ont la ferme intention d'obtenir des améliorations sur la conciliation travail-vie personnelle dans votre prochain contrat de travail et on va continuer à travailler sans relâche pour parvenir à nos objectifs d'ici la fin de la ronde. Merci, Pierre Samuel. Donc, si on résume, on a encore du travail à faire avec le Conseil du Trésor. Hein. Ça s'annonce difficile. Merci beaucoup, Pierre Samuel. Donc, on a reçu des questions un peu auparavant. Je vais y aller avec mon confrère Reynolds. Comment pouvons-nous soutenir nos équipes de négociation et nous impliquer dans notre lutte pour la conciliation travail-vie personnelle? Brother Reynolds? Oui. Thank you very much, Yvon. Oui, merci beaucoup, Yvon. C'est une très bonne question. Il y a plusieurs façons pour les membres de manifester leur appui à l'égard de leur équipe de négociation.
Tout d'abord, assurez-vous que vos coordonnées soient à jour à l'Alliance. Cela vous permettra de recevoir de l'information de négo très importante. Participez aux appels à l'action aussi, comme celui de ce soir. Cela peut inclure aussi des pétitions en ligne, des envois de courriel, des appels aux députés, du lobbying auprès des députés, la participation à des activités organisées par votre section locale, vos éléments ou l'Alliance. Vous pouvez aussi parler à vos collègues de la négociation collective. Impliquez-les et encouragez-les, par exemple, à porter des macarons, des T-shirts ou assister à des réunions où les membres sont invités, les membres des équipes de négociation sont invités à parler. Plus nos membres sont visibles, plus notre position sera vigoureuse et soutenue. Donc, essayez de participer par tous les moyens possibles. Merci, Yvon. Excellente réponse. Il faut vraiment s'impliquer, se mobiliser. Hein? On le dit très souvent, l'union fait la force. Merci beaucoup. Eddie, j'ai reçu une question juste pour toi. Que diriez-vous aux membres qui hésitent à demander à la direction, à l'employeur, des horaires flexibles ou des options de travail à distance ou au moins hybrides? Eddie? Juste pour moi, Yvon, merci beaucoup. Écoutez, au tout départ, je dis toujours aux membres, n'ayez jamais peur de revendiquer. D'accord? Il n'y a personne qui va vous faire de cadeaux sur quoi que ce soit. C'est vos revendications qui vont vous permettre d'obtenir certaines choses. Alors, vous êtes les personnes les mieux placées pour améliorer les conditions de travail, pour connaître vos besoins, qu'est-ce qui répondrait à une amélioration des conditions de la vie, des conditions de travail et famille. Vous êtes les meilleures personnes placées pour ça. Alors, il est important de revendiquer selon vos besoins, selon ce qui vous permettrait d'améliorer votre situation. L'employeur ne cessera jamais de demander. On vous demande, comme je vous ai dit tout à l'heure, on nous demandait d'aller faire des mises à jour le week-end. On demandait aux gens, si vous n'êtes pas capable à cause des enfants de travailler une journée complète, ben allez faire un petit peu d'heures le soir. Non, c'est inacceptable. Les conditions de travail nous appartiennent et c'est à nous qu'il revient de revendiquer afin d'améliorer nos conditions d'emploi. J'espère que j'ai répondu à ta question, Yves. Merci beaucoup, Eddie. Oui, absolument. Donc, il faut demander, il faut exiger et il faut rester debout devant l'employeur. C'est nous qui rendons service et non le contraire. Mais merci beaucoup, Eddie. J'ai apprécié ta réponse. J'ai reçu, je suis en train de lire, j'ai reçu 2 questions pour Zarina. Zarina, la première question, Zarina, pour toi. Pourquoi pensez-vous que la lutte pour la santé mentale au travail est importante actuellement? Première question, Zarina. Je pense que cette lutte est très importante parce qu'elle est à 2 volets. Nos membres sont dépassés, brûlés, épuisés, non seulement par le travail qu'ils font, mais par la quantité de travail qu'ils effectuent chaque jour. En plus, nous avons une pandémie mondiale et le Conseil du Trésor nous demande de faire ceci et de faire cela. Et nos membres sont complètement dépassés par tout cela. Il y a aussi la guerre en Ukraine. Nous faisons tous partie d'une communauté. Plusieurs de nos membres sont d'origine ukrainienne et cette guerre a une grande incidence sur leur santé mentale. Cette situation les affecte directement, mais aussi leurs collègues, parce qu'on interagit avec ces membres, on entend leurs préoccupations par rapport à la guerre et donc ça a un impact sur nous tous.
deuxième question, mais Zarina, tu as en pleinement question, bien répondu. Et concernant l'Ukraine, la diaspora canadienne, c'est 1 300 000 Canadiens qui sont nés ou de nationalité ukrainienne. Il faut y penser aussi. Et ça l'affecte nos membres définitivement. On commence à voir la lumière au bout du tunnel de la pandémie. On voit un retour au travail qui nous plaît plus ou moins. Et là, Poutine qui attaque là, une partie de l'Europe. Deuxième question pour toi, Zarina. The second question is... La deuxième question est quel impact notre vie professionnelle a-t-elle sur notre famille et nos communautés? Un énorme impact sur nos familles et nos communautés. L'effet de ces choses-là est tellement énorme compte tenu de la situation mondiale. On fait de plus longues heures. On travaille avec des membres qui se trouvent dans des situations très complexes et il n'y a plus de division entre le travail et la maison. Le travail envahit tout le temps notre vie privée à l'heure actuelle. Et tout le monde veut qu'on fasse plus, mais vraiment, on n'a plus rien à donner. On ne peut plus faire plus. Zarina, on a parlé tout le long, chacun des panélistes, Chris a parlé d'être mobilisé, de faire des activités de mobilisation. On va vous en proposer une dès ce soir. Donc, restez avec nous. Je vais passer la parole à notre consoeur Jill, qui va nous proposer une petite activité de mobilisation extrêmement facile ce soir. Donc, Jill, qu'est-ce que tu veux nous proposer ce soir? On t'écoute. Merci, Yvon. I'm going to share my screen right now. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir notre action. Ce sont des appels. Je vais vous donner des instructions. Nous allons remplir les boîtes vocales de quelques ministres.